EPA. Pourquoi EPA? Déjà, par rapport à la conception même de l'œuvre, cela peut expliquer le choix du titre. Et quand même, je vais vous dire que ce n'était pas un choix assez facile. Mais la manière même dont j'ai conçu l'ouvrage m'a permis de dire que ce sont des idées qui se sont éparpillées. Si vous regardez d'ailleurs les différentes parties que vous venez d'énumérer, vous allez voir que des fois, il n'y a pas de lien entre les différentes parties. Raison pour laquelle, étant donné que je me suis dit que voilà, moi j'ai choisi des idées qui m'ont traversé l'esprit, des fois ce sont des poèmes qui ont été écrits à une année de différence pour vous dire que cela m'a pris du temps dans la réalisation. Je me suis dit que trouver maintenant un titre qui puisse résumer le tout, c'est quasi impossible. Étant donné que les idées sont éparpillées, je veux dire que moi j'ai utilisé des mots pour pouvoir ressortir ce que j'ai eu à transcrire dans le recueil. Raison pour laquelle j'ai dit que c'est quelques mots, parce que si vous regardez bien, ce n'est pas un recueil volumineux. Je n'ai pas trop voulu pour le premier jet vraiment écrire quelque chose qui, surtout en attendant les différentes critiques qui doivent revenir. Raison pour laquelle j'ai choisi de dire quelques mots pour dire que ce n'est pas volumineux. Et ce sont des mots épars pour montrer que vraiment ce sont des poèmes qui n'entretiennent pas forcément un lien logique par rapport à la progression des différentes parties. Alors, pourquoi les étapes de la vie sont-elles chaotiques ou poétiques? Je dirais les deux à la fois. Les deux. Dans le sens où, si vous regardez ces étapes, il y a l'adolescence. D'ailleurs, il y a un des titres, un des poèmes, autant pour moi, que j'ai intitulé Si je savais. Oui. D'accord. Ce sont des poèmes pour essayer de montrer que ces différentes étapes de la vie, des fois, pour certains d'ailleurs, je l'ai dit d'ailleurs dans un des poèmes, cela peut malheureusement conduire à un avenir même incertain. Il y en a beaucoup qui vous diront que j'ai raté mon avenir à une étape essentielle de ma vie, où vraiment c'était là-bas où on devait mettre le cap par rapport à l'éducation, par rapport à la conscience. D'ailleurs, j'ai même parlé d'inconscience, d'insouciance. Si vous regardez le champ lexical de certains poèmes, ça revient. C'est une manière donc de dire que cela peut être chaotique, dans le sens où beaucoup, malheureusement, aujourd'hui, qui ont raté, disons, une avancée logique de leur vie, l'ont loupé à partir de cette étape d'inconscience. Donc c'est une progression, l'enfance, l'inconscience, donc ces étapes de la vie, et arriver même jusqu'à la vieillesse. C'est une manière également, poétiquement, de montrer que chaque étape de la vie de l'être humain a une importance capitale. Et qu'à chaque étape, il y a également ce que l'on doit y traverser. L'adolescence, pour certains, on cherche à parfaire, alors que c'est, d'ailleurs comme le disent les philosophes, ils vous disent des fois qu'arriver à un certain moment, certains actes commis sont des désirs qui sont refoulés. Parce que quand on était adolescent, peut-être on avait envie de jouer, on avait envie de faire des erreurs, mais une éducation trop stricte, malheureusement, nous confinait dans un cadre où l'on n'avait pas la possibilité de s'exprimer convenablement. Une fois adulte, maintenant, ce sont ces pulsions qui vont nous revenir. C'est pourquoi je dis qu'à chaque étape, il y a le bien fondé, il y a ce qu'il faut faire de bien, mais également à chaque étape de l'être humain, il y a également les erreurs à commettre qui, plus tard, devront être des leçons. Raison pour laquelle, juste après cette partie, nous avons parlé également des personnes que l'on considère comme étant des référents. Certainement, nous allons en revenir là où j'ai parlé de quelques illustres. Ça a un lien avec les étapes de la vie, parce qu'à chaque étape, il y a quelqu'un que l'on doit prendre comme référent. Donc, il y a cette synchronisation que j'ai eu à mettre entre les différentes parties. Ce poème intitulé Une vie de bohème, le temps d'un court instant d'évasion, je me vois traîner dans les endroits sauvages où la nature pousse, ça et là pêle-mêle, et que les arbres sourient à chacun de mes clins d'œil. Ça vit toujours en vie? Tout à fait. Tant mon enfance, mon adolescence, dans le cadre scolaire et autres, ils savent que je suis une personne qui malheureusement, ou bien heureusement, je ne sais pas lequel je vais utiliser des adverbes, n'aime pas trop, disons, si vous voulez, des répressions, n'aime pas trop être confiné dans un cadre où il y a trop d'exigences, etc. Moi, j'ai toujours voulu être quelqu'un de libre, quelqu'un qui laisse éclore ses pensées, etc. C'est pourquoi j'ai toujours adoré cette vie de poème, que j'ai un peu inspiré quand même, parce que je vous le dis, j'adore les symbolistes. J'adore Arthur Rimbaud. En préparant même la maîtrise, j'avais écrit mon mémoire sur ça, la politique symboliste, particulièrement sur Rimbaud. J'ai toujours aimé cette vie de poète que ce poète a eu à disons, essayer d'exprimer dans ses recueils. Cela m'a toujours habité, raison pour laquelle, et d'ailleurs quelque chose que beaucoup ne savent pas, c'est que ce poème a été le premier que j'ai eu à écrire par rapport à ce recueil.
je l'avais écrit quand j'étais étudiant et je l'avais gardé quelque part. C'était le moment où on avait quitté le cadre familial, on était à l'université, il y avait cette liberté totale, il n'y avait plus d'autorité parentale. C'est en ce moment que j'ai conçu une vie où vraiment on retrouvait tout où on voulait sans aucune forme. Alors, où sont passés ces premiers vers qu'on avait l'habitude de gribouiller? Je dirais que j'ai déversé beaucoup dans ce recueil. Néanmoins, j'ai encore beaucoup de vers qui m'avaient habité depuis le début, depuis que j'étais étudiant en lettres, que j'ai eu à goûter un peu à l'écriture, mais que je préfère quand même garder encore dans un autre recueil que je crois va me permettre de mieux m'exprimer. La vieillesse est le poème qui clôt cette première partie, à la page 17. Une période, on peut dire, magique. Et à la fin, vous dites la vieillesse est une phase de sagesse. Ce vers est-il toujours? Oui, moi qui vous parle dans tout ce que je fais, je crois que je vais toujours voir les personnes qui sont les plus âgées. Pour ne pas dire des personnes qui ont atteint cette étape de l'existence. Que ce soit dans le cadre professionnel, que ce soit dans les prises de décision, même dans la vie quotidienne. J'ai toujours l'habitude de dire aux jeunes, il faut vous approcher de ceux qui quand même ont atteint un certain âge. Ce n'est pas pour rien que Ampaté nous disait qu'un vieillard qui meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle. Donc la sagesse, à mon avis, se trouve certainement à cette étape où l'on aura cumulé dans son existence tout ce que vraiment on peut traverser en tant qu'être humain. Ici s'ouvre la deuxième partie, à quelques illustres. Là, vous demandez pardon à l'unique, vous chantez son élie, cher Tidiane, mais aussi papa, le revoir d'un papa. Papa n'est plus là. Il dit qu'il a disparu de notre vue, certainement, mais qu'au moment même où il nous a quittés, d'autres l'ont accueilli. Vous savez, moi je considère le père, mon père, d'ailleurs pour en faire une image de tous les autres pères, moi je l'ai toujours considéré comme un héros. En un moment de ma vie, quand on me demandait, nous sommes dans un pays teinté d'aspects religieux, confrériques et d'autres, mais moi quand on me demandait tu appartiens à quelle confrérie, je donnais le nom de mon père. Ce qui est ton marabout, c'est mon père. Ce qui est ton enseignant, c'est lui que je citais. Donc il a toujours été, disons, un héros à mes yeux. Et Dieu a fait également que quand il quittait ce bas monde, également une image que je ne pourrai jamais oublier. J'ai été la dernière personne avec qui il a eu à échanger. On était seuls à l'hôpital. Et ce sont des images qui me resteront à vie. C'est pourquoi moi, au lieu d'ailleurs d'évoquer directement la mort, j'ai dit au revoir, parce que pour moi, de manière euphémique, dire je ne veux pas parler de la mort de mon père, je le considère toujours comme étant vivant. Il m'arrive de rester seul dans mon coin et de communiquer avec lui, dans mes pensées, d'avoir des problèmes, de me dire s'il était là, qu'est-ce qu'il allait me conseiller, etc. Et j'avoue que des fois je m'en sors, comme si c'est lui qui m'avait donné une leçon. Donc je lui dis au revoir, ça veut dire que bientôt on va se retrouver. Et je sais que de là où il est toujours en train de veiller sur sa progéniture. Mais il y a aussi maman, cette mère, c'est la femme africaine, brave âme à l'allure fine et aux paroles suaves. Femme noire d'un éclat uni et d'une beauté rare. Ce poème, ça me renvoie un peu à la femme africaine, À la femme la mère de l'humanité aussi. Tout à fait, tout à fait. Et j'ai eu une mère à la limite héroïque, parce que déjà 4 garçons à éduquer, un papa a disparu. J'avoue que vraiment elle a été une battante. Raison pour laquelle je parle de sa bravoure avant même d'amener la beauté physique. D'ailleurs, en traitant le poème de Senghor sur Femme Noire, j'ai l'habitude de dire à mes élèves que on parle de la femme africaine d'alors, pas de cette femme d'aujourd'hui qui est dominée par les artifices. Je parle de la beauté africaine de nos mamans qui n'auraient pas besoin de vraiment trouver des ornements par rapport à leur conception physique. Donc, 2 dimensions m'intéresse par rapport à la mère, à ma mère et par rapport à la mère même africaine. C'est d'abord la dimension spirituelle, une mère qui est en même temps père, je le considère comme tel, mais également de la dimension même par rapport à l'apparence. Souvent, nos mamans étaient des mamans qui étaient jolies, quelle que soit maintenant la posture et quel que soit ce qu'elles avaient. On voit aussi que le professeur rend hommage au professeur. Vous dites au professeur Maweja Mbaya. Le professeur rend hommage au professeur. Là, vous dites être encadré par le professeur Maweja Mbaya. Tout à fait. J'ai soutenu une thèse en didactique de la langue française et il fut mon encadreur. Auparavant, il était même mon enseignant en linguistique à l'université Gaston Berger. J'avoue qu'il m'a beaucoup appris déjà. Quand j'ai embrassé le métier d'enseignant,
il y a beaucoup de modèles didactiques que j'ai eu à copier du professeur Baya. Mais autre chose également, c'est que dans son encadrement, il s'érigeait d'abord en un conseiller, en un père spirituel, avant même d'être un encadreur. Vous savez, c'est pas facile de travailler à presque 300 km de Saint-Louis, d'écrire une thèse, de finir la thèse en 3 ans limite. C'est parce que vraiment, quand même, j'ai eu à apprendre beaucoup de sa sagesse, de sa disponibilité, mais surtout de ses conseils. C'est pourquoi je ne pouvais pas me permettre de produire un premier recueil sans y rendre hommage au professeur Maréja. Attaquons maintenant la troisième partie, hommage à eux. Vous choisissez quelques soldats de l'humanité, l'enseignant, le soldat, le médecin, l'apprenant, l'artiste, le chômeur, j'en passe. D'où vient la nécessité de leur rendre hommage? Déjà, charité bien ordonnée commence par soi-même, on a l'habitude de dire. Donc je commençais par l'enseignant. Aujourd'hui, on a malheureusement, dans notre société, on a fait une mauvaise peinture de la posture de l'enseignant. Et c'est de part et d'autre ce qu'il faut partager. C'est-à-dire que la société ne considère pas réellement l'enseignant comme étant une personne intègre. L'enseignant également, comme dans tout corps, excusez-moi du terme, il y a des brebis galeuses. Il y a toujours également ceux qui malheureusement font de telle sorte que l'on ne respecte pas cet enseignant. Mais à côté, il ne faut pas quand même qu'une patate ou bien qu'une pomme de terre pourrie puisse pourrir tout le sac. Il ne faut pas que l'on essaie d'embarquer tous les enseignants dans le même canevas de personnes qui n'ont pas d'ambition. Raison pour laquelle je rends hommage à ce dernier, qui n'en reçoit pas beaucoup. Quand c'est mauvais, c'est lui. Quand c'est bien, on l'oublie. Donc, dans ce recueil, c'était le moment de m'arrêter et de dire rendons hommage à cet enseignant. Dans notre pays, malheureusement, nous ne rendons hommage qu'à des célébrités. Le mendiant, personne n'en parle. Il a besoin d'hommage parce que demander n'est pas facile. Demander pour faire vivre ses enfants non plus. Prendre son enfant à bas âge, de le laisser à quelqu'un d'autre, ce n'est pas également évident. Il y a toujours des raisons qui l'expliquent. Raison pour laquelle je dis que même si ce n'est pas un travail, mais il mérite qu'on parle d'eux. C'est la raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de professions qui, je ne dirais pas que j'ai été le premier à les chanter, mais en tout cas, rares sont ceux qui en parlent, surtout dans le cadre de la littérature. C'est le cas du vigile, c'est le cas de la domestique, etc. Ce sont des personnes qui gagnent leur vie, qui font un travail vraiment pénible à la limite et qui malheureusement en retour ne sont jamais remerciés à juste titre. Le recueil était pour moi. N'ayant pas la possibilité de leur rendre hommage ou bien en tout cas de leur venir en aide d'une autre manière, j'ai choisi ce recueil pour au moins présenter leur métier et dire en quelques mots ce que je pense de la noblesse de ces derniers. Le vigile. Il s'expose pour la sécurité des autres. Il se met en danger pour que ces autres connaissent la sérénité. Il veille sur d'autres familles pour nourrir la sienne. Quel métier vraiment à risque. Dans quelles circonstances avez-vous écrit cette lettre? Je me souviens, au moment même de produire ce poème, je me souviens que j'avais lu dans un journal, page faits divers, qu'on avait agressé un vigile devant la banque, qu'on avait emporté des millions et que lui, il avait été blessé. Après, j'ai mené une petite enquête pour voir à peu près combien il gagne. Mais quand vraiment on m'a donné une idée et que j'ai comparé les millions qui ont été, disons, volés dans cette banque-là, que j'ai vu comment on traite côté salaire les employés à l'intérieur, je me suis dit qu'eux, ils méritent d'être au moins chantés. Il fallait rendre hommage à ces vigiles-là. Parce que tout le monde part pour dormir, on a besoin de sommeil, mais lui, il choisit ce moment pour venir veiller devant une maison, devant une structure, devant une société, etc. Il n'y a pas de métier qui présente plus de risques que ce dernier-là. Et malheureusement, c'est un métier qui, on le sait bien, n'est pas du tout bien rémunéré dans ce pays-là. C'est la raison pour laquelle je me suis dit que devant ce risque, quand même, n'ayant pas la possibilité toujours de trouver d'autres voies et moyens pour au moins essayer d'aider un peu ces personnes, on a quand même la possibilité à travers la plume de leur faire un vibrant hommage. Donc ces vigiles, je les respecte beaucoup, raison pour laquelle je les ai chantés. Il y a aussi un hommage rendu à vos enfants, l'apprenant. Dans ce poème, surtout moi j'adore bien cette strophe-là. Là où il a besoin alors de conditions meilleures pour toujours se mettre en valeur. Une nation cherche son voie de salut
le mettra alors dans un idéal acquis. Quel commentaire? Oui, aujourd'hui, l'éducation est la base de tout. Les apprenants, on en parle, on parle de faiblesse de niveau, on parle d'élèves qui ne veulent plus apprendre, etc. Mais je dis que tout dépend des conditions. On a été élève avant d'être enseignant. Et nous savons que apprendre n'est pas facile. Donc, au moins, pour motiver ces apprenants-là, je crois qu'il y a des conditions essentielles. Quand vraiment dans un pays qui tend vers le développement, nous faisons toujours des cours dans des abris provisoires, etc. Je dis que ces apprenants-là, quand même, on a quelque chose à dire par rapport à ces derniers. Et souvent, d'ailleurs, paradoxalement, ce sont ces élèves qui sont dans des conditions précaires qui parviennent à avoir des résultats très satisfaisants. Donc, raison pour laquelle nous qui voulons, nous qui sommes dans des pays développés ou bien en des pays en voie de développement, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais nous sommes appelés à accorder une importance particulière à ces apprenants-là. Surtout maintenant, comme je viens de le dire, ceux qui sont dans les coins reculés, ceux qui malheureusement évoluent dans des conditions pas du tout évidentes. Alors, chers internautes, je vous rappelle que vous suivez votre émission Carrefour sur votre chaîne YouTube. Professeur, maintenant la quatrième partie indispensable à la vie, on voit des poèmes, la famille, la politique, le bonheur, la déception, l'amour, désir, paix. Cependant, vous rajoutez ce poème intitulé Nuisance sur l'asphalte. Vous nous parlez des accidents de circulation. Le paradoxe, d'ailleurs, il y a l'éditeur, je crois que c'est là-bas où on s'était un peu, je ne dirais pas embrouillé, mais il y avait un peu de discussion là-dessus. Pourquoi j'ai choisi d'insérer ce poème dans cette partie où je dis que ça c'est indispensable. Vous savez, je crois que chacun d'entre nous a eu à perdre de manière atroce aujourd'hui dans ce pays quelqu'un par accident. Or, ce sont souvent des personnes qui comptent dans notre vie. J'ai dit indispensable à la vie. Ce texte a été écrit jour pour jour, parce que c'est un événement qui l'a guidé. Ce texte a été écrit, c'était le 31 décembre 2014. Pourquoi j'ai retenu la date? Pourquoi j'ai retenu également le contexte? Parce que c'est ce jour où j'ai perdu un cousin, un meilleur ami, avec un grand frère dans un accident de voiture. J'ai dit que ce sont des personnes qui étaient indispensables à ma vie et qui sont parties par voie accidentelle. Raison pour laquelle j'ai dit que je tiens à eux, je vais les mettre dans la partie où je dis, ou dans la partie que j'ai intitulée indispensable à la vie. Ça également va réveiller, parce que je sais qu'en parcourant d'ailleurs le recueil, étant un amoureux de la littérature, ça ne pouvait pas vous échapper. C'est ce que j'étais en train de chercher, pour que l'on puisse accorder une importance particulière par rapport à ces accidents. Il y a aussi l'homme insatiable. Vous dites, l'homme est donc cet animal insatiable, cet être versatile et hybride, qui aime juger sans être jugé, qui adore critiquer et refuse la critique. Cet homme, c'est toi, c'est moi, c'est nous. L'homme a besoin de l'homme, c'est ce que je veux dire ici. Pour que l'on puisse évoluer, il faut cette entraide, il faut cette solidarité. Maintenant, je dis que cet homme-là, toi, moi, quelqu'un d'autre, malheureusement aujourd'hui, quoi que l'on puisse faire pour autrui, ce n'est jamais suffisant. Alors, on entend toujours parler de si je pouvais avoir plus, etc. Je dis que maintenant, cet homme qui n'est jamais rassasié, cet homme qui n'est jamais comblé par rapport à ce qu'on lui propose, c'est quelqu'un d'insatiable. Et pourquoi nous avons besoin de cet homme-là? Parce qu'on vous dit que plus vous avancez, plus il y aura cette ambition, ou bien en tout cas cette envie de progresser et d'aller encore de l'avant. C'est pourquoi dans ce poème, moi je dis que j'ai trouvé un paradoxe. L'homme insatiable a critiqué, mais l'homme insatiable également a souhaité avoir dans sa vie, car ce sera au moins une source de motivation pour essayer de progresser par rapport à son devenir, par rapport à tout ce qui est projet. Raison pour laquelle j'ai dit que pourquoi je l'ai inséré dans cette partie-là, c'est parce que nous avons besoin de cet homme qu'on va considérer comme locomotive pour nous tirer vers l'avant. Vie de rêve, contrée de rêve, enfant de rêve, épouse de rêve, et mort même de rêve. Mort même de rêve, on se rappelle des vers de Boisphard, de Traquelia, le rêve seul laisse l'homme. Grâce au rêve, la mort n'a plus de sens obscur, etc. Vous êtes surréaliste bien? Oui, quelque part. J'adore d'ailleurs la poétique surréaliste. Les Breton, les Éluard. J'adore lire d'ailleurs les poétiques parce que ce monde-là, j'ai l'habitude de dire à mes apprenants que est-ce que nous ne vivons pas dans un monde insensé? Étant donné que la finalité, quel que soit ce que l'on va faire, la finalité c'est la mort. Il y aura toujours cette étape fatidique où il y aura l'arrêt.
J'ai beau gangréner des milliards, j'ai beau avoir des immeubles, j'ai beau être un homme célèbre, etc. Mais un jour viendra où il y aura un arrêt. Et là, il y en a qui conçoivent cela comme étant une fin. C'est la vie qui s'arrête. Alors moi, je dis qu'il y a deux choses pour éviter le fatalisme. Il y a le fait de croire qu'après, il y a un autre monde. Nous sommes des religieux. Donc on va s'agripper à cette idée-là. Maintenant, cette mort, qui quand même, quoi que l'on puisse faire, va arriver. Pourquoi ne pas la souhaiter? Pourquoi vouloir attendre que cette mort arrive pour malheureusement être quelque chose qui doit, d'ailleurs comme dans toutes les familles quand il y a mort, mais ce sont des personnes qui deviennent fous, ce sont des personnes qui perdent leur raison, etc. J'ai voulu maintenant moi positiver la mort en réalité. Pour taquiner des fois je dis qu'aller au niveau des cimetières, mais qu'est-ce qu'on dit? Ici ils reposent. Ce sont des personnes qui sont en train de se reposer. C'est pourquoi maintenant, moi, cette mort, je ne veux pas qu'on voit, à travers ma mort, je ne veux pas que les gens y voient une fin tragique. Mais je veux quand même que le jour où je quitterai ce monde, que l'on y voit quand même le début de la vraie vie. Et que l'on me souhaite au moins d'avoir une vraie vie agréable dans notre monde. D'ailleurs, vous dites, je voudrais qu'à ma mort, personne ne verse de larmes. Tout à fait. Au contraire, mes bien-aimés affichent le sourire, qu'ils voient à ma disparition un début et non une fin. C'est tout ce que j'ai souhaité. Et c'est tout ce que d'ailleurs je viens de dire, que l'on ne prenne pas ma mort comme étant malheureusement tragique, ou bien comme étant une fin, on ne va plus le voir. Non, dites-vous qu'il vient de mourir, mais il entre dans sa vraie vie. C'est toujours cette philosophie qui est en moi, c'est toujours ce que j'ai eu à développer, que ma mort puisse inspirer les gens, mais que ma mort ne puisse pas être un événement malheureux par rapport à tout ce qui tourne autour de moi. En tout cas, je l'ai souhaité dans le recueil, j'ai l'habitude de le dire à tout individu qui m'est proche. Quand bien même ce poème est le dernier poème. Oui, étant donné que, d'ailleurs, on me l'a également reproché, on m'a dit qu'étant donné que tu conçois la mort comme étant le début d'une nouvelle vie, pourquoi pas prendre ce poème comme étant le premier du recueil, au lieu d'en faire le dernier, comme si en réalité tu es d'accord avec l'idée selon laquelle la mort est une fin. Bon, maintenant j'ai dit quand même que ici, si vous regardez bien, j'ai cité des éléments que l'on trouve, disons, sur Terre. Un enfant de rêve, une épouse de rêve, donc c'est ce qui habite notre monde. Maintenant, étant donné que la mort est la seule étape que nous ne parvenons pas encore à transcender, raison pour laquelle quand même je l'ai pris en dernier pour clore la dernière partie et pour clore le recueil. Alors, et dans ce recueil, au niveau de la forme, on sent une liberté du style d'écriture. Pourquoi? J'adore le mot liberté, d'ailleurs vous l'avez dit. J'adore d'ailleurs pour cela la poétique surréaliste que vous venez de parler. C'est pourquoi dans le recueil, mais au moment d'écrire, je ne me suis jamais fixé de règles de versification, quel que soit maintenant le genre. D'ailleurs, des fois on me demande si on doit, chez Diop, si on doit prendre un de vos textes pour demander aux apprenants de commenter, il y aura peut-être un problème par rapport au style. Je dis que c'est ce qui fait le charme de ce recueil. C'est une manière de montrer que nous adorons le genre parce qu'il nous permet de parler sans contrainte. Étant donné que maintenant je peux épancher mes idées sans pour autant subir des règles et des lois, c'est la raison pour laquelle j'ai préféré d'ailleurs ce genre pour le premier jet par rapport aux autres genres où quand même il y a les normes syntaxiques que l'on nous impose là-bas. Alors, et maintenant, à la quatrième de couverture, vous dites que la poésie est une tribune qui permet à l'artiste de se dévoiler sous un lyrisme tantôt personnel, tantôt social. Cela nous renvoie au 19e siècle avec les écrivains, les poètes romantiques. Vous vous identifiez à ce point? Tout à fait. Et d'ailleurs, vous me permettez là de faire une petite digression. Quand on parle de romantique, souvent il y en a qui croient que le romantique c'est quelqu'un qui ne parle que de sa vie. C'est comme le lyrisme personnel. Tout à fait, c'est leur empreinte. C'est comme ça que moi je l'appelle. Mais attention, ce lyrisme n'est pas seulement personnel, ce lyrisme est pour la plupart du temps social. J'ai l'habitude de dire que pour moi, Victor Hugo, c'est le père des poètes. Quiconque veut entrer dans la poésie va le considérer comme le père spirituel de ce genre-là. Mais qui est plus engagé que Victor Hugo par rapport à son domaine, par rapport à la littérature, on n'en trouvera pas. Mais lui-même avait dit quand même qu'au moment d'écrire, la fameuse citation que vous trouvez sur toutes les copies, insensé qui croit que je ne suis pas toi. Donc au moment même où je suis en train de concevoir ma vie, je crois que je suis en train en même temps de parler des autres. C'est pourquoi je dis qu'à travers la poésie, c'est une tribune où je peux parler de moi. D'ailleurs, tout de suite, il y a beaucoup de poèmes où je vous ai dit que l'inspiration a été très personnelle. Ce sont des événements personnels que j'ai eu à vivre qui m'ont inspiré l'écriture de certains poèmes. Donc, raison pour laquelle vous allez y trouver quand même quelque part du moment dans le recueil. Mais ça ne s'arrête pas à ça. Je n'ai jamais été un vigile.
Je n'ai jamais été, disons, mendiant. Je n'ai jamais connu certains événements que j'ai eu à relater ici. Donc cela veut dire que quelque part, je vais m'inspirer de ma vie, mais quand même, par ailleurs, je vais essayer des fois de jeter un regard très lucide par rapport à la société pour voir ce que je considère comme étant souvent des problèmes, des difficultés, que je vais également essayer d'inclure dans mon recueil. Raison pour laquelle je dis que c'est une tribune où tantôt vous allez y voir un lyrisme personnel, mais également pour la grande partie vous allez y voir un lyrisme social. Raison pour laquelle, comme vous l'avez dit au tout début, je m'identifie à ces romantiques. Merci beaucoup. Alors, en tant que docteur en sciences du langage linguistique française, comment appréciez-vous la poésie sénégalaise actuelle? Encore une question qui va me permettre de revenir un peu sur les instances étatiques. Prenez les recueils poétiques que l'on publie aujourd'hui pour les mettre au programme. Je suis bien d'accord sur les contemplations de Hugo. C'est un recueil vraiment, je ne dirais pas parfait, mais qui est presque. Donc on n'a qu'à l'enseigner. Mais si vraiment on doit s'arrêter à ces recueils que moi-même j'ai eu à étudier à l'école en tant qu'élève, qu'aujourd'hui je dispense encore à mes élèves, je dirais que cela ne va pas favoriser l'éclosion un peu de la poésie africaine. Or, à lire aujourd'hui les poètes, surtout les jeunes poètes, nous sentons quand même qu'ils sont en train d'apporter une touche personnelle par rapport à, déjà au continent, par rapport également au style, parce que vous avez parlé de... Je suis un peu spécialiste en sciences du langage. Je sais qu'à travers le langage, il y a une certaine identité qui va se dégager. Aujourd'hui, quand vous allez lire les recueils, quelques mots épars, mais il y a une certaine sénégalisation de différents poèmes. Vous allez y voir un peu une touche, disons, traditionnelle, une touche par rapport à... Vous avez vu Cheikh Tidiane quelque part. Donc, il y a toujours ces touches qui peuvent nous permettre de revenir à notre contrée. Raison pour laquelle, maintenant, je dis que la poésie aujourd'hui connaît un essor très favorable et très fulgurant par rapport à notre pays et à notre continent. Il reste maintenant à en faire la promotion, surtout à travers l'éducation qui est le meilleur moyen. L'éducation qui est le meilleur moyen. En tout cas, quelques mots épars est un recueil de poèmes alléchants publié aux éditions Artisan. Alors, je vous suggère de lire cet ouvrage-là. Alors, professeur, maintenant, à K, le deuxième livre. On est en train d'y travailler. Mais comme on dit, littérature, on est en train de produire tout en barrant, tout en essayant de parfaire, etc. Par expérience, pour le premier recueil, cela m'est sorti, on me l'a extirpé des mains pour publier. Parce qu'on veut toujours, en tant qu'écrivain, avoir un produit où il n'y a absolument aucune coquille, où tout est parfait, etc. Raison pour laquelle ça tarde. Mais quand même, dans une lancée au moment de publier le recueil, je m'étais promis en tout cas de publier, si ce n'est pas annuellement, tout au plus chaque 2 ans un recueil. En tout cas un ouvrage, quel que soit le genre. Raison pour laquelle je dirais qu'il y a un autre qui est en phase finale. Je suis en train de faire les derniers réglages et Inch'Allah, très bientôt, ce sera disponible pour les amoureux de la lecture. D'accord, pour les amoureux de la lecture. En tout cas, c'est toujours un réel plaisir de m'entretenir avec vous. Vous êtes toujours disponible, surtout. Alors, le mot de la fin maintenant. Je crois que la disponibilité se trouve en vous et d'ailleurs, c'est le moment également de vous remercier. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas, c'est un cri de cœur que je vais jeter en même temps, si vous le permettez. Nous n'avons pas beaucoup de tribunes qui peuvent nous recevoir pour nous permettre un peu d'échanger sur les productions que nous mettons sur le marché. Donc, PEC TV aujourd'hui, à travers cette émission, nous permet au moins de relater un peu ce qui nous a conduit à, ou bien amené en tout cas à publier un tel ouvrage. Donc nous en remercions la télévision, nous remercions également l'équipe technique qui a fait le déplacement pour au moins nous permettre aujourd'hui de nous exprimer. Je profite également de l'occasion pour remercier toute ma famille biologique, également ma famille scolaire. Je remercie également mon éditeur par rapport également à la maison d'édition. Je remercie également les groupes privés Sankoré qui est ma deuxième famille qui nous a reçus aujourd'hui pour que l'on puisse y faire l'émission. D'ailleurs, vous voyez le cadre dans lequel nous sommes. Nous sommes en train de mettre en place notre bibliothèque, raison pour laquelle, discutant de livres, nous avons été reçus dans ce cadre-là. Donc, je vous remercie et j'espère quand même que cette émission plaira à vos spectateurs. Voilà, c'était votre émission Carrefour du livre. Aujourd'hui, on recevait le professeur
Momar Diop, docteur Momar Diop, qui est l'auteur de l'ouvrage Quelques mots, je sais pas. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Merci beaucoup.